Donc, Orion le Magnifique, c'était un peu facile évidemment, mais bon, en début d'année, après les fêtes de Noël, après le réveillon, ça s'imposait. Ça s'impose de plus que pour ceux qui font de l'observation. Tout le monde sait qu'Orion, la saison d'Orion, c'est à partir de janvier, même fin décembre, et jusqu'en mars, on va faire du Orion, quoi. Alors pourquoi Orion? Parce que vous allez voir, c'est un endroit du ciel très particulier. On en a la chance d'avoir, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc j'ai voulu faire un moment scientifique et festif, comme c'était les fêtes. Alors, Orion, c'est un sujet passionnant. Moi, je suis tombé dedans il y a 30 ans, donc vous me pardonnerez les superlatifs, le manque d'objectivité, d'impartialité et de modestie au sujet d'Orion. Je vous remercie. Donc voilà. Donc Orion, c'est quoi pour vous Orion? La question est facile, hein, la première évidemment. Vous allez me faire un plaisir de tomber dans le panneau. Qu'est-ce que c'est pour vous Orion? C'est nous. Bleu, là. Il est presque bleu. Hein? C'est vous? Évidemment. Voilà, évidemment, Orion, c'est un club magnifique et un fan club magnifique. Mais c'est pas que ça. Donc, je me suis concentré, je me suis bien amusé en faisant ça, parce que j'ai pensé à vous pendant 3 semaines, parce que j'ai beaucoup travaillé. L'avantage de faire une conférence, c'est ça qui est agréable, c'est qu'on est obligé, je ne me suis pas forcé, d'apprendre des milliers de choses intéressantes en astronomie. Et puis en plus j'ai pensé à vous, donc j'ai essayé de le faire festif en pensant à la fois au club et au fan club, parce que tout le monde n'a pas du tout le même niveau, tout le monde ne connaît pas les choses de la même façon. Donc il y en a à peu près pour tous les goûts. J'ai pas mis de formule de physique, je vous rassure tout de suite. J'ai simplifié même la physique et l'approche de l'astronomie. C'est une idée, je t'en prie, assieds-toi. Et parce qu'on est dans un courant, l'ambassadeur de la simplification en astronomie, de la vulgarisation scientifique, c'est Elie qui a fini l'année en expliquant comment on a fait pour améliorer la vulgarisation scientifique. Donc on va continuer dans cet esprit. Donc, évidemment un club, mais en fait c'est quoi Orion? Alors vous allez peut-être être surpris parce que tout le monde a sa petite idée sur Orion, il y en a qui connaissent très bien Orion, mais en fait c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Orion à part le club? C'est quoi pour vous? Une nébuleuse. Pardon? Une nébuleuse. Nébuleuse, d'accord. Voilà, Orion c'est ça. C'est ça, en entier Orion c'est ça. Alors, c'est pas un cours d'anatomie, je vous rassure tout de suite. Orion, c'est d'abord un bras. Oui, c'est un bras. Je vous l'ai dit, on fait dans la vulgarisation scientifique. C'est un bras, pourquoi? Voilà, on va repartir, on va prendre du recul. J'ai une petite ambition, c'est d'amener, ça je dis ça pour ceux qui observent beaucoup, quelque chose de plus dans ce qu'on fait en observation, c'est un peu de la profondeur, sans vous gaver sur les distances en astronomie. Mais la profondeur, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc ici, on se retrouve au BETS, ça c'est l'été, n'est-ce pas, 25 degrés à 20 heures, pas mal l'été au BETS. Et vous avez une grande trace, voilà, vous avez une grande trace ici que vous connaissez tous, c'est la Voie lactée. Ceci dit, il y a la Voie lactée, mais ceci dit, il y a plein d'étoiles. D'accord. Puis il y a la Lune, évidemment, ça on connaît. Donc, on appelle ça le ciel. Bon, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ça, on l'appelle le ciel et ça, on l'appelle la Voie lactée. Donc déjà, c'est la première erreur. On continue. Voilà. Alors là, j'ai pensé à vous, vous aviez fait quand même un peu la fiesta. Alors j'ai marqué comprendre sans se fatiguer. Je me suis dit, ça va être utile. Et donc, pour ce soir, pas de formule. Par contre, je vais caler une unité de voyage, puisqu'on va voyager. Alors, notre année de voyage, c'est simple.
On est capable ce soir entre nous, parce qu'on a des compétences extrêmes, de fabriquer un véhicule spatial qui va à la vitesse de la lumière. Alors la vitesse de la lumière, la plupart connaissent, c'est 300 000 km à la seconde. C'est carrément barbare parce que personne n'a l'habitude de 300 000 km à la seconde, évidemment. Déjà, nous, on sait sur Terre que à 130, on prend un point quand c'est limité à 90, mais au-delà, on ne sait pas trop. Donc, voilà. Donc, en résumé, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est que la vitesse de la lumière, c'est 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les photons, les petits grains de lumière qui arrivent du Soleil, les rouges, les bleus, les verts, les jaunes que vous voyez quand il y a l'arc-en-ciel, donc la lumière totale du Soleil, c'est des photons, ça s'appelle, ces petites particules, elles nous arrivent à la vitesse de 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Et comme le Soleil est un peu loin d'ailleurs, elles mettent quand même 8 minutes pour arriver. Mais ceci dit, c'est pas beaucoup, parce qu'on est quand même à 150 millions de kilomètres du Soleil. Donc, partons sur l'idée qu'on a fabriqué le véhicule, et qu'on va naviguer à cette vitesse-là. On va compter en années de voyage. Ça a un intérêt, l'année de voyage, c'est que ça permet de mesurer des distances et aussi des tailles d'objets. Vous allez voir. Alors, pour ceux qui voudraient quand même savoir qu'est-ce que ça représente par rapport à nos véhicules sur Terre, aujourd'hui, les navettes que l'on fait, qui peuvent aller sur la Lune, en moyenne, on est capable aujourd'hui, j'ai vérifié, 40 000 km/h à peu près. Ce qui est déjà beaucoup pour aller sur la Lune. Et on espère en 2030, M. Musk espère atteindre en 2030 100 000 km/h. Donc c'est pas mal 100 000 km/h. Mais par rapport à ça, c'est rien du tout. Donc si vous voulez savoir en km/h ce que ça donne, vous rajouterez 4 zéros à tout ce que vous allez voir passer. Donc c'est simple, si vous voyez un an de voyage, ça fera 10 000 années en navette d'aujourd'hui. Enfin, en navette 2030, d'accord? Si ça vous intéresse, vous rajoutez 4 zéros, c'est assez simple à faire. Donc c'est parti. Voilà, alors je vous disais, l'année de voyage, c'est pratique, ça permet d'appréhender le temps et les dimensions. C'est-à-dire que si je vais sur la première étoile, vous ne savez peut-être pas que là, il y a une étoile à 5 années de voyage d'ici, qui s'appelle Alpha du Centaure, qui est une étoile multiple, et autour d'un des composants, il y a une exoplanète. Une exoplanète, c'est-à-dire exo, ça veut dire qu'elle est en dehors de notre système solaire, et elle a été analysée, comme toutes les 7 ou 8 000 exoplanètes qu'on a trouvées jusque-là, elle a été analysée comme elle serait potentiellement habitable. Ça veut dire que la première planète potentiellement habitable, elle a 5 années de voyage. Donc ça veut dire que son voyage là en navette d'aujourd'hui, c'est 50 000 ans. Voilà. Ça clôt le débat. Et ça permet aussi de mesurer des distances. J'ai mis un exemple. À combien d'années de voyage se situe la galaxie d'Andromède? Au club, tout le monde sait ça. Hein, Elie 2,5 millions d'années de voyage. Et sa dimension, eh ben, elle fait 100 000 années de large. Donc c'est assez simple. On n'aura que cette unité et je vous parlerai de rien d'autre. Donc on va passer à l'exemple. Voilà. Donc nous, on habite, on l'a vu dans la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une galaxie. C'est une galaxie spirale, parce qu'elle a des bras, et elle est barrée, parce que son centre, il n'est pas rond. Elle est barrée. Les galaxies spirales, c'est celles qu'il y a le plus dans l'univers. Alors évidemment, c'est la Voie lactée, vous imaginez bien que ça, c'est une maquette, c'est une recomposition en fonction de toutes les données de la NASA et de toute la planète sur la galaxie. On a reconstitué une maquette qui représente notre galaxie. Parce qu'il n'y a personne à la vitesse de 100 000 km/h qui a pu monter au-dessus de la galaxie, prendre la photo et revenir. On n'a pas encore fait ça et on est d'après de le faire. Donc, mais c'est quand même une représentation assez précise, et puis c'est assez joli. Et vous voyez que c'est un peu fouillu, parce qu'il y a un manque d'homogénéité, enfin vous allez voir. Alors là-dedans, où est-ce qu'on est nous, où est-ce que c'est Orion? Là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un bras, donc on cherche le bras. Donc voilà, pour vous donner une idée, le diamètre de notre Voie lactée, c'est 100 000 années. Ça veut dire que si vous habitez là et que vous allez voir les voisins, vos cousins en face, vous allez mettre 100 000 ans pour traverser
la galaxie. La vitesse de la lumière. Ouais, vaut mieux pas avoir trop ça. Donc, ensuite, voilà. Alors, cette galaxie, elle est à peu près plate. Elle est représentée par un disque. C'est un disque avec un noyau central, ici, qui correspond évidemment à la barre de la galaxie. Et son épaisseur, elle varie entre 1000 et 3000. Ça veut dire même 4000. Hein. Suivant les lectures, vous savez, en astronomie, vous faites du plus ou moins 20%, vous avez toujours la vérité, donc je vous le dis. Mais vu l'échelle, c'est une vérité exacte. Donc l'épaisseur au centre, elle est entre 3000 et 4000. Donc on peut dire qu'on a un disque plat. Là, j'ai marqué Photo Orion, donc j'en profite pour remercier tous mes amis photographes. Je me suis appliqué à mettre que des photos Orion, il y en a peut-être une qui n'est pas, parce qu'on a tellement de belles photos, et puis c'est très intéressant de les présenter. Celle-ci, c'est une photo de la nostalgie d'Orion, qui apporte de la nostalgie à certains. Elle a été faite, cette galaxie que vous voyez, puisque c'est un exemple, ça c'est la galaxie de l'Aiguille. Elle s'appelle NGC 4565 dans le catalogue américain, très agréable à lire, et c'est la galaxie de l'Aiguille. Mais en fait, au Club Orion, c'est pas la galaxie de l'Aiguille, c'est la galaxie du Mourlebin. Je tiens à cette anecdote parce qu'à l'époque, on avait construit l'énorme télescope en bois qui n'existe plus, avec le miroir qui a été poli, qui existe toujours, lui. Il était dans la coupole, on était seul dans la coupole avec ce télescope, et c'est le premier objet qu'on a vu. Alors, quand je dis qu'on a vu, ça s'appelle voir sa première lumière en astronomie, c'est très poétique. La première lumière, quand vous avez construit un instrument, c'est le premier objet que vous allez voir avec. Et comme nous, on n'hésitait pas à se la péter grave, on a dit on va pas regarder les Pléiades ou je ne sais quoi, non, c'est une galaxie. Alors on a dit on en a cherché une, dans la chevelure de Bérénice, et au bout de 40 minutes, on ne l'a toujours pas trouvée, quoi. Mais quand on l'a trouvée, c'était tellement merveilleux parce qu'on a vu exactement ça, comme vous le voyez, on la voit par la tranche, celle-ci, voilà. On s'est battu pour monter à l'échelle, parce qu'à l'époque, il fallait monter à l'échelle. Donc voilà, c'était la séquence nostalgie. Voilà, là. On a mis un certain temps là. Tu te rappelles, on a mis du temps. Mais enfin, quel bonheur aussi. Hein. Je pense que depuis, ça nous a insufflé l'énergie jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc voilà, notre galaxie. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la galaxie? Vite fait, ça c'est pas très optimiste, je trouve, comme donné 200 milliards d'étoiles, je pense qu'il y en a plutôt 300 milliards. Et quand on dit regroupé pour la plupart dans des amas d'étoiles, on verra tout à l'heure, parce qu'effectivement les étoiles ont tendance à se regrouper. Il y aurait au moins 400 milliards de planètes, donc ça c'est une... comment dire, une approximation, un calcul. S'il y a 200 milliards d'étoiles, il y a peut-être bien 500 milliards de planètes. Parce que 400 milliards d'étoiles, ça en fait 2 planètes par étoile, il doit y en avoir plus. Il y a de la poussière, des concentrations de gaz, principalement d'hydrogène, formant des nuages qu'on appelle nébuleuses. Vous avez en bas, Photo Orion, la nébuleuse de la Trifide, qu'on voit en été. Et vous avez ça, c'est des images Orion, Mars, Jupiter, Saturne. Alors les étoiles, c'est pas des images Orion. Ce sont des belles photos. C'est un plaisir de présenter des photos de chez nous, quoi. On n'a pas besoin de se taper du Hubble pour faire les malins, c'est très bien. Voilà, alors au fait, j'en reviens à mon bras, c'est où sommes-nous? Donc je reprends la galaxie. Dans la galaxie, il y a des bras, et les bras ont des noms. Ils ont été baptisés bras du Sagittaire, bras de Persée, bras du Centaure, bras du Cygne. Ça ne veut pas dire, je le dis tout de suite, que le bras du Sagittaire, c'est pas parce que la constellation du Sagittaire est dans le bras, pas du tout. C'est qu'elle est dans le bras est dans la direction de la constellation du Sagittaire. Mais pour nous, je dirais qu'on s'en fout, vu que de toute façon les bras on les voit pas. Hein. Mais ils ont tous des noms rapportés à nos constellations. Voilà. Alors nous, où est le système solaire? On est déjà là. Ça, c'est le système solaire dans la galaxie. On est à 28 000 années de voyage du centre. Tout à l'heure, on a vu que le diamètre, c'était 100 000, donc ça fait le rayon à 25 000. Ça veut dire qu'on est un petit peu plus près du bord extérieur que de l'intérieur. Et, si on regarde bien, on est là, et là, justement, on a une petite trace. Et voilà le bras d'Orion. Ça s'appelle le bras d'Orion.
Donc, comme il y a le bras du Sagittaire, le bras de Persée, on a le bras d'Orion. Voilà, le bras d'Orion, voilà, je vous l'ai grossi. Le système solaire dans le bras. Donc ce bras galactique, c'est en fait un tube rempli d'étoiles, de nébuleuses, d'un tas de choses. C'est actif. Ce qu'on dit en astronomie, c'est qu'on s'habitue à regarder des photos bien plates, et on se dit ça bouge pas, c'est organisé, je prends mon centimètre, je mesure. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc on est dans le bras d'Orion. Sa dimension, c'est assez amusant, elle a été réactualisée il y a moins de 2 ans, parce que c'était considéré comme un bras mineur. Alors, je suis content d'arriver aujourd'hui, parce que c'est devenu un bras majeur. Il est estimé à 25 000 années, de voyage de distance. Et sa largeur, en gros, c'est dans les 4000. De la place, quoi. Alors, on pense que la galaxie, c'est stable. Justement, le problème d'astronomie, c'est une grande frustration, on va y revenir, c'est qu'à l'échelle humaine, vous regardez des choses, à la fin de votre vie, elles n'auront pas bougé, alors tout ce que vous voyez là, ça bouge. Ça bouge. La galaxie en elle-même, elle tourne. Elle tourne à 800 000 km/h autour du centre. À l'intérieur des bras, vous avez des étoiles qui se déplacent à des vitesses de l'ordre de 15 à 30 km/s. Vous avez des étoiles chaudes, vous avez des nébuleuses chaudes et des nébuleuses froides, c'est-à-dire qu'il y a une activité dans les bras de la galaxie. On appelle ça, il y a des présences donc de densité spirale, ça s'appelle. Ça veut dire que les étoiles, elles évoluent dans les bras évoluent, ça veut dire que la galaxie, si vous revenez dans 100 millions d'années, elle n'aura pas du tout cette forme. Il y aura peut-être moins de bras, peut-être plus, on ne sait pas. Et les étoiles ont une influence dans la répartition des nébuleuses. Dernièrement, on s'est aperçu qu'il y avait des amas qui étaient regroupés avec certains types d'étoiles. Ça veut dire, bon, c'est un peu hors sujet ce que je dis, mais ce que je veux vous faire ressentir partout, c'est que ça bouge, et que la frustration, c'est terrible, mais tout ça, c'est très dynamique, avec des vitesses extraordinaires, des mouvements, des températures, des masses et des forces qui sont colossales. Mais nous, avec notre œil humain, on voit un truc qui ne bouge pas. C'est quand même assez incroyable. Est-ce qu'en fait, quand Oui. on voit la Voie lactée, on voit quoi alors? Ben, la Voie lactée, tu vois ça par la tranche. C'est On l'a vu tout à l'heure. On voit le bras d'Orion ou on voit le... Non, tu vois juste la tranche, l'épaisseur. Tu vas le voir, tu vas voir. Je vais te montrer. Donc, le bras d'Orion. Donc, la grande nouvelle que j'ai découverte, c'est que finalement, on est tous des orionautes. Vu qu'on habite tous dans le bras d'Orion. C'est déjà une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça commence bien. Faire payer plus de cotisations. Voilà. Dans les montées, les cotisations. Pardon? Les cotisations sont pas adaptées. Donc voilà, là je vous ai mis un petit truc qui bouge. Là c'est la même chose, vous êtes incapable d'y voir quelque chose, d'essayer de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Il y a un petit point bleu au milieu, mais on ne le voit pas bien. En fait c'est quoi? Ça c'est la carte des étoiles. Là je vais arriver avec la notion de profondeur. J'aimerais, ça m'a un peu, je me fais une fixation là-dessus. La carte des étoiles de l'environnement galactique proche, comprenant les 2000 étoiles les plus brillantes à moins de 1600 années de voyage d'ici. Relevé du satellite Hipparcos. Là, on est dans le bras d'Orion. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire que bon nombre de nos étoiles, amas d'étoiles, nébuleuses accessibles à nos yeux, nos instruments que l'on peut voir avec nos instruments d'amateurs au club, à l'observatoire et vous-même chez vous, se trouvent dans le bras d'Orion. Ça veut dire que les 3/4 de ce que nous étudions ensemble, c'est dans le bras d'Orion. Vous allez voir la suite. Notamment, j'ai même fait une recherche, notamment les Pléiades, la Dumbbell, là je parle pour les orionautes habitués, la nébuleuse de la Lyre, l'amas de Ptolémée, de la Crèche, du Papillon et autres friandises pour orionautes, j'ai marqué. Parce que on a beau être limité, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de choses à observer. Mais tout ça, c'est dans le bras d'Orion. C'était la première nouvelle. Bon, alors Orion, vous voyez, maintenant c'est quoi? La suite, Orion, c'est un nuage.
Alors évidemment, tout le monde sait ce que c'est un nuage. C'est pas tout à fait les mêmes nuages que sur Terre. Voilà, donc pour comprendre, on a vu la galaxie, on est rentré dans le bras d'Orion, maintenant on va plonger dans le bras d'Orion pour aller chercher le nuage. Voilà. Donc ça, c'est une vue pour nous qui est complètement habituelle. C'était 11 janvier 2025, 22h30, c'est précis. Alors il y a un piège, j'aurais aimé l'enlever, je ne l'ai pas fait. Ici, il y a la Lune, et puis là, il y a les planètes, il y a Mars et Jupiter. Normalement, il ne devrait pas y être. Enfin, tout de suite. Quoique elles y sont encore un peu, surtout Jupiter. Mais enfin, basta. Pour ceux qui ont l'habitude, là, vous avez une petite tache. Là, vous avez le taureau. Là. La petite tache, c'est quoi, d'après vous? Les Pléiades. D'accord? Voilà. Et en bas à gauche, c'est Aldébaran, l'étoile principale du taureau. D'accord? Donc là, on est en hiver, et on a la suite en bas. Vous connaissez tous, vous avez Sirius dans le grand chien, Procyon dans le petit chien, et Régulus ici, dans le lion. D'accord? Où est-ce que je veux en venir? J'ai regardé toutes ces étoiles, et leur distance et leur appartenance, elles appartiennent toutes au bras d'Orion. J'insiste. Donc on peut se poser la question, c'est que toutes les autres étoiles qui brillent autour, bah, est-ce qu'elles sont dans le bras d'Orion? Elles se sont dans quoi? Alors pour répondre à ta question, la Voie lactée, elle est là. Tu vois là? Elle est verticale. Ça veut dire que là, tu regardes la Voie lactée par la tranche. D'accord? Tu te le représentes bien? À peu près. À peu près. Très bien. Voilà. Donc là où je m'intéresse à ça, c'est ça le nuage d'Orion. Vous allez voir les détails. C'est cet endroit. C'est quelque chose de massif. C'est le plus gros nuage du ciel boréal. Vous allez voir la suite. Bon voilà, c'est dommage, là c'est un peu... Je vais juste éteindre 2 minutes, ça vaut le coup. Voilà. Bon alors, pour faire ça, l'avantage d'être dans un club, c'est qu'on se trouve toujours un complice. Alors là, c'est une affaire spécialiste. Celui qui a fait la photo, c'est Raphaël. C'est une photo très difficile à faire, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle fait 20 degrés de haut. Ça veut dire que un télescope, pour ceux qui ne savent pas, un télescope, même quand vous le mettez le moins puissant possible, c'est un champ de 1 degré jusqu'à 2 degrés, pas plus. Donc pour prendre un ensemble comme ça, avec un appareil photo, tu l'as fait avec un appareil photo, Raph, c'est ça? Oui, oui. Et tu as émis quoi comme objectif? Je prends un 28 mm ou un 50 mm. D'accord. C'est un objectif qui est grand angle, comme on dit, c'est ça? Oui, ouais. Donc il a réussi à voir ça, et puis tu as dû poser beaucoup, parce que ça, c'est de luminosité très faible. Oui, oui. Oui, 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 il y a oui, des dizaines de pauses de 3 minutes chacune, quelque chose comme ça. Alors, voilà, moi je suis content, parce que vous allez voir la suite, le nuage d'Orion, c'est ça. Vous voyez le truc? Regardez bien la photo. Ici, vous voyez ici. Vous voyez les masses. Vous voyez bien que c'est pas homogène. Il y a des étoiles, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a des étoiles, il y en a des bleus. C'est des étoiles en vraie couleur en plus. Ça aussi en photo, tout le monde n'y sait pas faire. Là, c'est vraie couleur, ça aussi. Donc, voilà. Et voilà ce que c'est. Ça, vous êtes dans le nuage d'Orion. Alors là, comme c'était... excusez-moi. Comme c'était Noël, ici j'ai mis un point d'interrogation. J'ai rajouté ça, ça ne fait pas partie du nuage d'Orion. Ça c'est pour faire plaisir aux orionautes. Vous avez jusqu'à tout à l'heure pour réfléchir, c'est une énigme. Qu'est-ce que c'est ça et qu'est-ce que c'est ça? Donc on verra ça en cours de route. Donc je reviens, on est sur le nuage d'Orion. Vous avez un ensemble qui fait, on l'a dit, 20 degrés. 20 degrés. C'est colossal. C'est 40 minutes. Et ça s'appelle le nuage d'Orion. Bon, ok. Alors vous allez chercher sur Internet, sur Wikipédia et compagnie. Qu'est-ce que c'est? On va vous dire c'est un ensemble de nébuleuses. Bon, d'accord, ok, je veux bien. Mais moi, j'y connais rien. Qu'est-ce que c'est une nébuleuse déjà? Ça, c'est un ensemble de nébuleuses. Moi, ce que je vois, c'est des pâtés de toutes les couleurs. C'est même pas transparent. Ça m'a l'air complètement opaque. Je me demande vraiment ce que c'est.
C'est quoi une nébuleuse déjà? Si c'est un ensemble de nébuleuses, déjà, qu'est-ce que c'est une nébuleuse? Alors j'en ai pris une qui est dedans pour démarrer. Dans le nuage d'Orion, c'est la nébuleuse de la flamme. J'ai mis première rencontre pour faire... Attends, je vais remettre la lumière quand même. Ça, c'est la nébuleuse de la flamme. C'est mieux sans lumière. C'est vrai. C'est les vins noirs. Ils sont sympas, je peux pas lire les nôtres. Je vais le faire. Ah, quand même. Quand même, je vous soigne. Voilà, parfait. Donc on en est à la nébuleuse de la flamme. Le lien rouge pour lire. Pardon? Donc, la nébuleuse de la flamme, c'est quoi une nébuleuse? Eh bien, c'est déjà un vaste nuage de gaz qui parsème la galaxie. Il y en a plein, dans le bras d'Orion, il y en a plein la galaxie. Elles sont responsables, les nébuleuses, de la formation des nouvelles étoiles. Bon, pourquoi? On ne sait pas, on va voir. Il en existe de différents types. Le type le plus important, c'est les nébuleuses à émission, constitué principalement d'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'atome primordial, c'est celui qui est le plus dans tout l'univers, et c'est l'atome le plus simple. C'est un intérêt, c'est pour expliquer comment ça marche. L'atome d'hydrogène, il y a un noyau et un électron. Le noyau, c'est un proton, ça commence par un P, ça veut dire qu'il est positif, et l'électron, ça finit par un N, ça veut dire qu'il est négatif. Et l'atome d'hydrogène, il reste en équilibre, tant qu'on ne lui casse pas les pieds, il ne se passe rien. Donc, il y en a plein l'univers et plein les nébuleuses. Nébuleuse à émission de quoi? Ça veut dire c'est à émission de lumière. Alors pourquoi ça émet de la lumière? On le voit bien que ça émet de la lumière. Vous avez du rouge principalement. Là où vous avez une étoile, vous avez du rouge et vous avez du noir au milieu. Du noir très dense. Comment ça fait pour marcher ça? Cet hydrogène s'éclaire d'une belle couleur rouge lorsqu'il est excité par une ou plusieurs étoiles jeunes et chaudes. D'accord? Où sont les étoiles? On ne les voit pas. Pourquoi c'est noir? On a dit tout à l'heure que les nuages, c'était l'hydrogène principalement et de la poussière. La partie noire centrale, c'est de la poussière. En fait, la partie noire centrale, il faut s'habituer, c'est très dense. Elle nous cache quoi? Eh bien, elle nous cache les étoiles qui sont derrière. Dans la nébuleuse de la flamme, il y a 300 étoiles jeunes derrière la masse noire de poussière. Et c'est ces étoiles qui excitent le gaz et qui émet de la lumière. Ça vous laisse rêveur? C'est comme, il faut s'habituer, c'est comme ça que ça marche partout. Donc une fois que vous le savez, une fois. Je vais revenir, seul truc de physique. Moi j'ai appris ça à l'excellent atelier étoile de mes amis Jean-Luc et Raphaël. Vous prenez votre atome d'hydrogène, je vais le faire simple, c'est pas compliqué en fait. Le proton, donc le noyau proton positif, et l'électron qui est à côté négatif. Si vous ne l'embêtez pas, il ne bouge pas. Il y a plusieurs façons de modifier un atome. Vous pouvez le modifier avec de l'électricité, avec des champs électriques, des champs magnétiques, même avec de la chimie. Et là, ce qui nous importe, c'est pas ça, on va le modifier avec la température. Ce qui se passe, c'est que s'il y a 300 étoiles derrière ce nuage de poussière, là-bas derrière, des étoiles jeunes qui chauffent beaucoup, ça on l'a appris à l'atelier Soleil. La dernière fois, Christian en parlait, c'est que, ne serait-ce que notre Soleil, qui est une petite étoile, il fait quand même à l'intérieur 20 millions de degrés, et dans la couronne solaire, pareil. Donc on est dans des températures d'excitation. Donc l'électron, qu'est-ce qu'il fait? Il en profite, quand on en est là, il en profite pour s'en aller. Un électron, ça peut s'évader de l'équilibre entre le proton et l'électron, il peut passer à différents niveaux d'énergie. On appelle ça des niveaux électroniques. Donc l'électron, il s'en donne à cœur joie, il va grimper dans des niveaux électroniques. Pendant ce temps, le noyau, il va faire sa vie aussi, mais ce qui va arriver, c'est que l'électron, il va redescendre à un moment donné sur le niveau d'énergie d'en dessous. Quand un électron, il redescend sur le niveau inférieur, il sort sa lampe de poche et il vous envoie une petite lumière qui s'appelle un photon. Il vous envoie un petit signal lumineux. Bon, là, il y a des milliards de photons, des milliards d'électrons. Eh bien voilà, le signal lumineux, il est où? Il est là.
c'est tout ce qui est rouge. Alors pourquoi c'est rouge? Parce que les photons sont associés à la matière, c'est-à-dire un atome d'hydrogène, les photons c'est rouge, l'oxygène ça sera plutôt bleu, etc., etc. Donc la lumière émise, nébuleuse à émission, la nébuleuse nous émet de la lumière dans le rouge parce que c'est l'hydrogène qui est excité par des étoiles très importantes qui sont à l'intérieur. Voilà. Ça vous paraît clair? Ben, vous savez tout, on peut rentrer. Merci. Donc voilà, le nuage d'Orion. Alors le nuage d'Orion, vous voyez bien que la nébuleuse de la flamme, si je vous la trouve, elle est là, là-dessous. C'est un petit grain là, dans cet immense truc. Ça veut dire qu'il y en a plein d'autres, évidemment. Alors pourquoi on dit justement que le nuage d'Orion, c'est essentiellement des nébuleuses? Alors là, ça fait partie de notre nouveau concept, Elie. Donc, en observation, voilà, j'ai fait quelque chose qui me plaisait bien, donc je vous en fais part. Voilà. Voilà la galaxie, on vient de voir que notre galaxie, la Voie lactée, elle est à peu près plate. On sait qu'elle est un peu plus épaisse au centre. Donc si elle est plate, je peux très bien l'intégrer dans un plan. C'est ce qu'on fait en géométrie. On va dire que ça, c'est le plan de la galaxie. D'accord? Après, nous, on est là, à 28 000 années de voyage du centre, avec la Terre, les planètes, etc. Voilà le plan. Donc ce plan-là, c'est le plan du système solaire. Hein? Je n'ai pas tout mis, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Là, le Soleil, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne. Bon. On sait que les planètes sont à peu près dans le plan du... Elles tournent autour du Soleil à peu près dans le même plan, qu'on appelle l'écliptique. Et alors je me suis dit, il faut voir la suite. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant pour vous? Tadam, c'est ça. Voilà, la galaxie, la Voie lactée, le plan, et le plan du système solaire, ils ne sont pas parallèles. Et loin s'en faut, le plan du système solaire, il est incliné de 60 degrés sur le plan de la galaxie. C'est pas une mince affaire, parce que, si vous voulez, nous, on tourne à 800 000 km/h, ça veut dire tout ça, ça tourne en étant pas à plat. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, nous, la Terre, on tourne sur nous-mêmes. Notre axe de rotation, il est lui-même pas perpendiculaire au plan du système solaire, puisque l'axe de rotation, il est incliné de 23,5 degrés, ce qui nous permet d'avoir des saisons. Donc, si on cherche, j'ai commencé, mais c'est compliqué, ça c'est un truc pour Jean-Paul. Jean-Paul, il adore ça, lui. Si on cherche exactement en saison, chaque saison de l'année, qu'est-ce qu'on peut voir de la galaxie? C'est la question que je me suis posée avec un système pareil. Alors j'ai fait, voilà. Voilà, on est au printemps. Alors vous avez le logiciel Stellarium qui est quand même très puissant quand vous le connaissez bien. Il y a des possibilités infinies, on peut faire le ciel qu'on veut, le ciel des Égyptiens, même si ça vous fait plaisir. C'est très puissant. Sur ce slide, vous avez, on est au printemps. Ici, vous avez la Voie lactée, elle est là. Elle est presque, elle est quasiment plate. C'est-à-dire qu'on perçoit la Voie lactée plate au printemps. Et si la Voie lactée est donc un disque, on peut bien envisager qu'on va percer le disque à la verticale, on aura un axe de rotation de la galaxie, et en haut et en bas, on a un pôle nord de la galaxie et un pôle sud de la galaxie. Ça vous paraît évident. Donc ici, on a la Voie lactée qui est à plat, et le pôle nord de la galaxie, il est là. Le pôle nord de la galaxie, il est exactement dans cette constellation que vous connaissez tous. Alors là, vraiment, pour l'astronomie, non seulement il faut avoir de la poésie, mais des fois, il faut peut-être prendre des substances un peu bizarres, parce que qui c'est qui connaît la constellation? C'est quoi ça? Jeanne? Chevelure Bérénice. C'est la chevelure de Bérénice. Alors heureusement, ce qu'il y a de bien depuis, c'est que les méthodes de coiffure ont changé, parce que la chevelure de Bérénice, elle est un peu bizarre. Et notre galaxie, tout à l'heure d'aiguille, elle est juste à côté, la 4565. Donc là, on a le pôle nord galaxie. Où est-ce que je veux en venir? C'est que si je pointe mon télescope là, dans la purée de la galaxie, je vais voir des choses, mais je ne peux pas voir loin.
ici, on pourrait dire que c'est presque du vide. Tout ce que vous voyez ici, ces étoiles, ces constellations, j'insiste, on est dans le bras d'Orion. Tout ça, c'est dans le bras d'Orion. Ça veut dire qu'on est juste devant. Mais ici, on est quasiment dans le vide. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Voilà ce qu'on voit au printemps. On voit que des galaxies. Pour ceux qui savent, on voit, il y a un amas globulaire. Les amas globulaires, c'est des gros amas d'étoiles qui sont tout autour de c'est des grumeaux d'étoiles qui sont autour de la galaxie et qui contiennent 300, 400, 500 000 étoiles. Là, on en voit un, mais on ne peut pas voir de nébuleuse. Il n'y a pas de nébuleuse là. Tout est dans la Voie lactée, dans la tranche, dans l'épaisseur. Ici, on est quasiment dans le vide. Tout ce qu'on peut voir, c'est les voisines. C'est-à-dire, quand on fait de l'observation dans ce sens-là, on sort de la galaxie. On va obligatoirement chez les galaxies voisines. Donc, on va observer des objets qui sont très très loin. Là, on n'est plus à 100 années de voyage, on est à 20 millions d'années, ces galaxies. Mais il y a des saisons. C'est ce qui me paraissait intéressant. Le printemps, c'est la saison des galaxies. Bon, vous pouvez chercher autre chose, mais en plus, ça, c'est les galaxies de l'amas de la Vierge et de la Vierge. En plus, ça, c'est des galaxies accessibles en amateur. C'est-à-dire que si on pointait un télescope de 10 mètres de diamètre de professionnel, vous en verriez à cet endroit des milliers de milliers. Mais nous, on a la chance, on voit quand même, on peut se bagarrer. On en connaît des biens ici, d'ailleurs, qui sont intéressants. Donc le sud, printemps. Voilà. Alors l'été, par exemple. Tout ça, c'est en relation avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que les 60 degrés, ils sont toujours là. Alors, évidemment, vous allez me dire, sur un plan mathématique, le problème d'un logiciel, c'est qu'on projette quelque chose qui est en 3D sur un plan en 2D. Donc on va fabriquer forcément une déformation. Mais pas tant que ça. Ce logiciel Stellarium, il est quand même très agréable. Donc on a à peu près nos 60 degrés. Et là, en été, on se retrouve avec une galaxie qui est inclinée, presque verticale. Et nous, qu'est-ce qu'on fait l'été? Eh bien, quand on a du public, on se bagarre et on est en permanence à observer dans le triangle d'été que vous connaissez, c'est-à-dire la lyre, l'aigle et le cygne. Deneb, Vega, Altaïr, c'est notre truc. Et plus le Sagittaire. Donc on n'arrête pas de monter et de descendre là-dedans avec le télescope. Et qu'est-ce qu'on voit? On est dans l'épaisseur de la galaxie. C'est impossible de trouver une galaxie là, parce que pour voir une galaxie là, il faudrait que vous puissiez traverser l'épaisseur. Et en fait, quand vous regardez, quand vous pointez vers le Sagittaire, vous pointez exactement vers le centre de la galaxie. Donc vous ne pouvez pas la traverser, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on y voit là-dedans? Eh bien, on voit essentiellement des nébuleuses et des amas d'étoiles, puisqu'elles sont là. Par contre, si vous avez envie de voir une galaxie, vous pouvez toujours pointer, aller chercher sur la Grande Ourse, par là-haut, dans le vide, chercher du vide. Vous voyez? C'est une façon d'y réfléchir. On ne peut pas regarder dans l'autre sens. Qui est un peu la même. Pardon? On ne peut pas regarder dans l'autre sens. Si tu peux regarder au nord, là. Mais moi je veux pas, je veux faire le sud. Mais au nord aussi, il y a la Voie lactée. Mais au nord, il y a la Voie lactée pareil, hein, tu l'as dans le dos, elle remonte, elle se fait, c'est comme un méridien. Hein. Elle est tout en haut. Je savais qu'il fallait que je t'invite. Donc en été, et là, on n'oublie pas le truc, nous on cherche le nuage. En automne, il y en a pour tous les goûts. Vous avez la Voie lactée, elle est presque verticale aussi, et vous avez le pôle sud. Ça veut dire qu'avec l'écart on va regarder sous la galaxie, alors qu'au printemps, vous voyez au-dessus du disque. C'est assez surprenant. Mais ça marche. Alors le pôle sud, on le voit moins bien. Il faudrait faire des calculs de géométrie, ce serait intéressant. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien faire ça, s'il y en a que ça intéresse, entre ça et le bras d'Orion, je pense qu'il y a beaucoup de choses à étudier. Intéressant. Puis ça donne une dimension avec de la profondeur. Je trouve ça bien parce que moi, ça fait 30 ans que j'observe une carte postale, c'est toujours la même. Ça me fatigue un peu, donc ce qui m'intéresse, c'est de l'étudier. Donc le pôle sud de galaxie, il est là. Voilà, j'ai mis la célèbre galaxie qu'on a pris en photo il n'y a pas longtemps,
il y a un an ou deux, c'est la galaxie du sculpteur. Et au bout des poissons, vous en avez une belle là. Vous la connaissez tous, c'est la galaxie Un sombrero? Non. Au haut des poissons, Ah oui, non. Pégase est là. C'est Andromède, c'est le bras d'Andromède, vous voyez. Et Pégase, elle est là. Donc vous pouvez faire, Andromède visible à l'œil nu, vous pouvez faire, voilà, la saison d'automne, ben, c'est agréable, il y a un peu de tout. Et maintenant, l'hiver, nous y voilà, aujourd'hui. Donc le plan du système solaire, on va pas faire, c'est pas l'objet du jour, mais vous remarquerez qu'il est très haut. Ça veut dire que les planètes circulent très haut en hiver, l'intérêt de les observer. Alors si le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan du système solaire est très haut en hiver, la nuit, c'est parce qu'il est très bas la journée. C'est simple, vu que la Terre est inclinée. En ce moment, on a le soleil à midi, il a plafonné dernièrement à 21,5 degrés. Au solstice d'hiver, c'est rien du tout. Par contre, il arrive à monter à 76 et quelques degrés pendant la nuit. Bon, mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est mon nuage. Mon nuage, je l'ai trouvé. On observe le nuage d'Orion, il est là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vous remarquerez une chose, c'est qu'il est... Bon là, on ne voit pas trop sur l'écran, mais enfin la Voie lactée elle est un peu plus large que ça. Il est presque essentiellement dans la Voie lactée. Les 3/4 du nuage sont dans la Voie lactée. Ce qui explique simplement que c'est pour ça qu'on voit des nébuleuses. Parce que les nébuleuses sont dans la Voie lactée. Les amas d'étoiles sont dans la Voie lactée. Donc voilà. Et la taille du nuage, vous la revoyez, je vous l'ai mis à l'échelle. Ouais, c'est énorme. Le zénith, c'est-à-dire 90 degrés, il est à peu près là. Vous voyez, 90 degrés, et là, vous avez le nuage. On a la chance, dans l'hémisphère boréal, d'avoir le plus grand ensemble de nébuleuses, le plus riche du ciel. Tant mieux pour nous. On continue. Voilà, alors ça, j'ai trouvé ça, c'est intéressant. Dans le plan équatorial de la galaxie. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, je retrouve le mot, voilà. Ça s'appelle en géométrie, je trouvais ça sympa, ça sort de l'Atlas 2000. L'Atlas 2000, c'est un atlas très pointu qui répertorie l'ensemble des étoiles et nébuleuses. C'est très technique. Et cette projection s'appelle une projection équivalente de Mollweide. Je me suis demandé ce que c'était ce truc. Et ce monsieur Mollweide, qu'est-ce qu'il a fait? Ça paraît banal à voir, c'est que sa carte, si vous regardez un rectangle là, comme il y a une déformation, comme on est dans un plan, alors qu'on a un truc en volume, c'est comme le même effet que sur Stellarium, eh bien il s'est contraint à faire à ce que les constellations elles aient exactement la forme, et pour faire ça, il a fait tous ces rectangles de même surface. Ça veut dire que quand ils sont étirés ici, celui-là, il a la même surface que celui-là. Ça s'appelle, je le répète, une projection équivalente de Mollweide. Bon, c'est une anecdote, mais je trouve ça incroyable. Alors, évidemment, on ne peut pas vérifier ça sur... flûte, raté. C'est le pointeur. On ne peut pas vérifier ça ici sur les petites tranches ici, mais sur ici et ici, jusque-là, on voit très bien. Et j'ai regardé effectivement, les constellations, elles ont bien leur forme. Elles ne sont pas déformées en faisant ça. Bon, voilà. C'était le petit détail original de géométrie. Et donc, la Terre est ici, vous voyez. Donc, pour y revenir, quand on regarde au sud en été, eh bien on regarde dans le sens du Sagittaire vers le centre de la galaxie. Donc qu'est-ce qu'on observe l'été en public tous ensemble? C'est tout ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire des nébuleuses, des amas d'étoiles. Il y a plein de trucs merveilleux, mais c'est sûr que vous n'allez pas voir une galaxie, parce que si vous voulez voir une galaxie, il faut traverser, puisqu'elles sont en dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Et en hiver, compte tenu de l'histoire d'inclinaison de 60 degrés de la galaxie, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et du plan de nos planètes, eh bien on se retrouve là, à observer de ce côté-là, au sud, la nuit, et notre nuage d'Orion, il est pile ici. D'accord? Ça résume un peu les 4 saisons. Je me suis dit, c'est pas trop... ça va?
C'est sympa de voir ça, ça permet de voir les choses un peu différemment que d'habitude. C'était ça l'idée. Bon nombre d'astronomes ont étudié les étoiles et les ont classées. Les deux que je connais les meilleurs, c'est Jean-Luc et Raphaël, n'est-ce pas? Ils les ont classées par type, par masse, luminosité, dimension, température, distance, variabilité, âge. Vous voyez le boulot? Avec la complicité de M. Hirschsprung-Russell et son diagramme. Et concernant les nébuleuses, il y a d'autres astronomes qui ont fait la même chose pour les nébuleuses. Un homme en particulier, que tout le monde connaît, c'est Charles Messier. Et là aussi, je voudrais un peu redresser 2-3 trucs à propos de Charles Messier, parce que j'ai cherché des choses. Alors Charles Messier, on l'appelait le furet des comètes. C'est sympa comme idée. Le furet des comètes. Alors pourquoi? Parce que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était les comètes. Alors quelle est la différence entre une comète et une étoile? C'est que une comète, le soir, si vous quadrillez le ciel et que vous revenez toujours au même endroit pendant un mois ou deux, si vous en avez localisé une, elle se déplace. Alors que les étoiles ne se déplacent pas. Enfin, elles se déplacent et les étoiles, elles sont tellement loin que vous ne le verrez jamais. Alors que les comètes se déplacent. Donc, il en a découvert une quarantaine, pas lui. Il en a découvert les 20 premières, c'est lui, et les 20 autres, il les a fait en collaboration avec d'autres astronomes. C'était un type brillant. Messier 1730, c'est quand même, il est né avant la Révolution, vous voyez. Ouais. C'est particulier. Alors, ce qui est intéressant en plus à propos de Messier, c'est qu'il a fait un catalogue, c'est pour ça qui est intéressant. Il a fait un catalogue de 110 objets, et pour nous, c'est la référence. C'est faire le marathon Messier, c'est faire le tour de France des 110 objets, si c'est possible. Nous, on ne fait pas, on en fait quelques-unes quand même. J'ai mis un spécial orionaute, c'est pour vous amuser, les orionautes. Je me suis demandé avec quoi il avait fait ça. Alors, il a utilisé 10 télescopes, j'ai mis en partenariat, parce qu'il y en a eu 2 qui lui appartenaient. Mais les autres, il était bien copain avec les propriétaires, donc il pouvait les utiliser. Donc il a quand même fait un travail de collaboration. Il n'était pas tout seul, Messier. Ils ont partagé. D'ailleurs, c'est marqué dans son bouquin. Des fois, il n'y a pas que lui qui est marqué. Alors, ces télescopes, les 2 préférés, il avait un Newton de 200 mm, ça, au club, tout le monde connaît. Mais il avait un truc bizarre, je me suis demandé ce que c'était. Un télescope de type grégorien. C'est la première fois que j'entends ça. À part le calendrier, moi je ne savais rien d'autre. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors j'ai été voir, alors je vous le fais vite, on pourra le regarder une autre fois, c'est juste pour vous amuser. C'est qu'il a fait un télescope avec 2 miroirs qui sont concaves. C'est ça qui est drôle. Et le miroir principal, il est percé, comme sur les Célestrons, on peut voir à travers le trou. Le problème qu'il a eu avec ça, c'est que c'est un peu l'héritage, je trouve, de Galilée, qui a fait la même histoire. Son oculaire à Galilée, je fais vite pour le fan club, mais Galilée, il avait un oculaire qui était négatif aussi. Nous, on a des oculaires qui sont positifs. Et ça, c'est pas du tout un bon montage optique, ça vaut pas un clou. Mais il a fait ce qu'il a pu, ce bravo. Son diamètre, tiens Raph, je sais que ça te plaît bien ça, 190 mm le télescope, et la focale résultante, 9,750 m. Et Raph, F sur D, 51. Et comme il était de très mauvaise qualité, il diaphragmait la lumière à l'intérieur, enfin c'était un montage de fou, et il arrivait piteusement à utiliser 104 de grossissement avec ça. Il avait des temps de pause encore plus longs que Thierry. Ouais, c'est un peu ça. Mais il faut lui reconnaître le mérite. C'est sûr que Charles Messier, s'il se pointait aux bêtes dans la coupole, je pense qu'il y aura un petit malaise. C'est sûr. Voilà. Ces miroirs, ça s'appelle, c'est d'ailleurs un nom qui est resté dans la médecine, là, tous les médecins ils savent ça, spéculum, on appelle. Miroir concave. Hein? Olivier, c'est bien ça? Tu rêves, Olivier? Tu dors? Non? Donc voilà. Donc en fait, Charles Messier et ses nébuleuses. Alors je me suis dit, j'ai un bouquin Messier comme mon nom. Alors sur les bouquins Messier, il y a marqué en haut des pages Galaxie 102, Galaxie 103. Mais est-ce que c'est lui qui a mis ça? Non, non, pas du tout. Il faut regarder dans le bouquin, il y a chaque fois, c'est intéressant, un petit carré où il y a marqué qu'est-ce qu'il a vu Messier et qu'est-ce qu'il en a pensé. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir cet homme, qu'est-ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, j'ai regardé, le mot galaxie, à titre d'exemple, il a été inventé après.
bien après eux. Par exemple, William Herschel, c'est le premier qui a dit avoir vu une nébuleuse avec des bras spiraux. Il n'a pas dit une galaxie, il a dit une nébuleuse avec des bras spiraux. Parce qu'à l'époque, quand il regardait dans le ciel, il voyait que des taches, les gars. Donc, toutes les galaxies qu'il y a dans le catalogue Messier, elles s'appellent nébuleuses. Lui, il n'a pas mis galaxie 102, il a dit nébuleuse je sais pas, de la Grande Ourse, nébuleuse. Et les amas globulaires, où il y a des centaines de milliers d'étoiles, les amas globulaires qui sont très loin en bordure de la galaxie, il a marqué tous les amas globulaires nébuleuses sans étoiles. Nous, on sait que dans l'amas d'Hercule, il y a plus de 600 000 étoiles. Lui, il a marqué nébuleuse sans étoiles. Ça veut dire que sur les 110 objets, j'ai calculé, eh bien, il a mis 99 fois nébuleuse. Alors, qu'est-ce que c'est les 11 qui restent? Eh bien, c'est des amas ouverts. À titre d'exemple, avec Pléiades, il a bien vu que c'était des étoiles, que ce n'était pas une nébuleuse. Mais il y a des amas d'étoiles qu'on connaît nous-mêmes, où il y a 100, 200, 300 étoiles, où on les voit, nous. Lui, il en a vu 6 ou 7. Mais il a le mérite d'avoir fait le travail et d'avoir fait son atlas. Parce que les relevés de ces gens-là, à cette époque, étaient très précis. Mais à part quelques amas ouverts, tous les objets de son catalogue s'appellent nébuleuses. Mais bravo, Messier. Je le dis. Alors par contre, nous aujourd'hui, 2025, on est dans la science des nébuleuses. C'est-à-dire que nous, si on veut progresser en astronomie, on est bien obligé de la manie de tout classer. C'est-à-dire que si on ne classe pas, on ne peut rien étudier. On est obligé. Hein. Les astronomes, les physiciens, ils classent, ils observent même plus, ils font de l'ordinateur et ils font des calculs. Donc, il y a la science des nébuleuses, il y a des catégories de nébuleuses. Sans oublier que la principale, c'est celle à émission. Je vous ai quand même montré ce que c'était. Donc voilà, la nébuleuse à émission, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Par exemple, la nébuleuse de la Flamme ou celle-ci, qui est la nébuleuse du Cygne, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, c'est poussière hydrogène chauffée par des étoiles puissantes et qui émettent de la lumière. Et c'est la pouponnière d'étoiles, c'est là où se fabriquent les étoiles. Ici, vous avez ce qu'on appelle une nébuleuse à réflexion. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a classée à réflexion, c'est les Pléiades. En fait, les petites taches bleues, ce n'est pas les cocons de naissance des étoiles, c'est tout simplement des nébuleuses non éclairées, c'est-à-dire c'est des nuages de poussière qui sont éclairés par les étoiles. Donc ça, une nébuleuse à réflexion, c'est exactement chez vous, dans votre salle de bain, si vous avez une vitre dépolie, vous l'éclairez, ben ça fait ça. Vous faites ça. C'est pour ça que la couleur caractéristique, c'est un bleu pâle. Alors après, si on veut tout classer, on a une nébuleuse obscure, qui s'appelle la tête de cheval, on va la voir un peu plus loin. Elle est ici. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Flamme, vous avez une masse de poussière colossale qui empêche, qui occulte complètement le rayonnement qu'il y a derrière. Donc ça s'appelle une nébuleuse obscure. Voire même, on appelle ça un sac à charbon. Ici, vous avez une autre nébuleuse, vous saurez tout. C'est une nébuleuse planétaire, alors ça c'est pareil, ça date de l'époque des Messier et compagnie. Ils ont mis un mot qu'il ne fallait pas, parce que planétaire ça n'a rien à voir là-dedans, mais ils ont vu quand même que ça ressemblait à une planète bien connue. Donc ils se sont dit, c'est une nébuleuse, c'est une tache, mais elle fait un peu planétaire, un peu comme Saturne ou autre. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une petite étoile, comme le Soleil. C'est une étoile naine, notre Soleil. À la fin de sa vie, il va s'effondrer sur lui-même, et en s'effondrant, il va disperser dans l'univers toute son enveloppe. C'est ça que vous voyez, c'est l'enveloppe de l'étoile, une fois qu'elle s'est effondrée sur elle-même. Et le plus puissant, c'est ça, c'est la nébuleuse de supernova. Donc ces deux-là concernent une étoile. Ici, une nébuleuse supernova, c'est la même chose que celle-ci, sauf que l'étoile au départ, c'est une hypergéante. Et cette hypergéante, elle ne s'effondre pas sur elle-même, elle explose. Et en explosant, elle répand toute sa matière dans l'univers. C'est pour ça qu'on appelle supernova. Parce que les anciens, ils disaient supernova, ça c'est du latin. C'était une super nouvelle, c'est-à-dire qu'un matin ou un soir, ils se sont réveillés, ils ont regardé le ciel, il y avait une étoile de plus, mais qui brillait beaucoup. Ils ont dit, tiens, c'est une super nouvelle. C'est tout bête, hein? Parce que la veille, il n'y avait rien. Donc, supernova. Donc là, vous avez, si on veut insister, vous avez les catégories. Mais en fait, si vous regardez bien pour en revenir à notre nuage d'Orion, quand vous voyez tout ce qu'il y a là-dedans,
c'est pas un catalogue, ça, c'est un ramassis de tout. Il y a des étoiles de toutes les couleurs, il y a du rouge, du bleu. Maintenant, vous avez compris qu'il y a certainement de l'excitation par des étoiles s'il y a de la couleur rouge. Il y a peut-être un peu de transparence, mais ça, est-ce que c'est possible? Moi, quand je vois ça, je me demande si avec mon télescope, d'abord, je serais content si j'arrive à voir ce qu'il y a devant, mais je me dis que j'ai aucune chance de passer à travers. Voir ce qu'il y a derrière, c'est opaque, mais c'est beau. On va dire que c'est beau. Ok, bon, on continue. Donc, dans la nébuleuse, dans le grand nuage, il y a la plus grande nébuleuse du nuage. La plus grande nébuleuse, c'est celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci, c'est pas très vieux. Quelques années, j'en sais rien, peut-être 10 ou 15 ans, pas plus, on a essayé d'identifier. Donc en astronomie, maintenant, on peut mesurer les couleurs, on peut mesurer la température, on peut mesurer le type d'étoile qu'il y a à l'intérieur et faire des déductions. Et on peut surtout faire une chose qu'on a toujours fait, c'est des comparaisons. Donc ça s'appelle la boucle de Barnard. Cette nébuleuse, elle a été découverte en 1895 par un astronome américain. Et on lui a donné le titre, on a dit c'est un astronome d'observation de grand talent, M. Barnard. J'oserais dire qu'on peut dire que Barnard a mis du cœur à l'ouvrage. C'était pour Olivier, c'était la vanne de la soirée. Donc ça c'est une nébuleuse de supernova. Pourquoi on en est sûr? Parce que par comparaison, voilà, on a mis en parallèle cette nébuleuse de supernova que vous connaissez tous, ça c'est Le voile. les dentelles du cygne ou la nébuleuse du voile. Ça, c'est l'explosion d'une supernova il y a quelques millions d'années. Elle continue à répandre toute sa matière dans l'univers. Ça circule. C'est en expansion. J'en profite pour dire une chose, c'est que ça aussi, on a la frustration au télescope ou en photo de voir un truc à plat, c'est pas à plat. Ça, c'est une bulle. Ça, c'est une bulle. Parce que la supernova, quand elle explose, elle ne se contente pas d'exploser un petit coup à 0 degré, un coup à 180 degrés, elle explose aussi à 90 et à 270. C'est une bulle. D'accord? Donc c'est la boucle de Barnard. Ça, c'est les dentelles du cygne. Voilà la boucle de Barnard. Vous l'avez vu sur la photo de tout à l'heure, du début, depuis le début. Si vous voulez voir dans le ciel ce que ça représenterait, si on la voyait, c'est 20 pleines lunes. C'est pas rien, 20 pleines lunes. Les dentelles, elles sont un peu plus petites, c'est 8 pleines lunes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus petites, peut-être sont-elles plus loin, il faut se poser la question. Enfin, est-ce que la boucle de Barnard est prête? On va répondre à ça, puisqu'on est dans notre nuage. Voilà, la boucle de Barnard, la voilà. Pardon. La boucle de Barnard, c'est 20 pleines lunes en visuel, ou 10 degrés, on l'a vu tout à l'heure, et sa taille réelle, c'est 280 années de voyage. J'insiste, c'est-à-dire que si vous allez voir, si vous passez d'ici à ici, il vous faudra 280 années à la vitesse de 7 fois le tour de la Terre en une seconde. On est bien d'accord. J'ai quand même, sa distance, c'est 1600 années. Si vous regardez, ou si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur le bras d'Orion, qui fait 4000 années de diamètre à peu près, ça veut dire que la boucle de Barnard, elle est dans le nuage d'Orion. Le nuage d'Orion est dans la boucle de Barnard, dans le bras d'Orion. On est toujours dans le bras d'Orion. J'ai rajouté une petite flèche, ça serait une question, c'est que justement, ça c'est une bulle, donc sans doute, j'ai mis sans doute, j'en sais rien, mais sans doute elle ferait peut-être 280 années environ, dans l'autre sens, de diamètre, si c'est une bulle. Si elle fait 280 années par là, elle peut en faire pratiquement autant dans l'autre sens. C'est du relief. Donc voilà la boucle de Barnard, c'est pas rien. Donc on vient de voir en résumé que de la galaxie, on est rentré dans la galaxie, on est rentré dans le bras d'Orion où nous habitons tous. Dans le bras d'Orion, on a trouvé un truc incroyable, c'est le nuage d'Orion qui est énorme, qui est plein de nébuleuses et plein d'objets, mais surtout des nébuleuses. Maintenant, la suite. Alors la suite, vous la connaissez, c'est quelque chose de plus intime pour nous. C'est la constellation, c'est une icône.
Alors je me suis dit, pourquoi tant de célébrité? Parce qu'elle est célèbre, Orion. On dirait que le Orion aussi, finalement. Donc, pourquoi tant de célébrité? Parce qu'elle est belle déjà. Hein? Parce qu'elle est belle déjà. Parce qu'elle est belle, ouais, c'est vrai. Et puis elle est grande, cette constellation, attention. Regardez, elle déborde sur la boucle de Barnard et sur le nuage de Messa, ça s'appelle. Tout ça, c'est le nuage. Donc elle remplit le nuage. Est-ce qu'elle est dans le nuage? C'est une autre question. Alors, je me suis dit, je ne suis pas un fan de la mythologie, mais j'ai trouvé quand même quelque chose qui me paraît, qui est bien sympa. C'est la légende mésopotamienne, parce que la mythologie, c'est de la légende. Dans la mythologie grecque, Orion était le fils de Poséidon, bon ça tout le monde le sait, et c'était un chasseur aussi fort qu'exubérant. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il faut que je marque, ça change un peu. Puis avec le club Orion, je trouvais que ça allait bien. Donc, compte tenu de la vie tumultueuse d'Orion, et craignant pour sa fille Artémis, Zeus, vous savez que Zeus, il avait la main sur tout le monde et le pouvoir de décision de vie et de mort sur tout le monde, il décida de le supprimer et le fit piquer par un scorpion. C'est la légende un peu light, celle-là, elle est bien. Et depuis, ça c'est intéressant pour nous le rappeler, le scorpion se lève quand Orion disparaît dans le ciel. Je m'explique, c'est que la constellation d'Orion, c'est une constellation d'hiver. Donc vous l'avez la nuit en ce moment, vous l'aurez jusqu'au mois de mars-avril. Ça veut dire qu'en été, quand vous êtes au Betz, au mois de juillet-août, en juillet-août, Orion, elle est où? Eh bien, elle est dans le ciel à midi, donc on ne la voit pas. Et elle décline à l'ouest, et elle va se coucher aux alentours de 22h30, à l'ouest, et à l'est va sortir de l'horizon la constellation du Scorpion. Donc, le Scorpion et Orion, ils ne se rencontrent jamais. C'était ça l'histoire de la légende. Voilà. Alors évidemment, je ne rajouterai pas, parce que si on regarde Orion, il y a une culture philosophique, ésotérique, de folie à propos d'Orion, entre les pyramides d'Égypte qui correspondent aux étoiles d'Orion, entre la théorie des anciens astronautes, enfin, il y a des trucs fumants sur les extraterrestres où Orion est mêlé. Mais bon, nous, c'est pas notre histoire à nous. On reste sobre. Je dirais que le magnifique nous suffit. Et il est magnifique. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Orion? Alors, c'est un chasseur. Ça veut dire qu'un chasseur est un guerrier. Donc, ça veut dire qu'il a un matériel de fou. Il a à la fois un bouclier. Dans certaines photos, c'est un arc. Là, il a une massue. Dans certains cas, c'est des flèches. Et il a surtout, donc il y a des zones qui ont été identifiées quand même, qui sont le bouclier, ça c'est bien connu. La ceinture ou le baudrier, parce qu'il a une bonne ceinture, elle est là. Et puis il a une belle épée, elle est là. Donc voilà, on a trois zones intéressantes, ceinture, baudrier, bouclier et épée. Et quand vous cherchez des étoiles, ça fait toujours référence à ces trois zones, quand on en parle. Et il a des étoiles, évidemment, flamboyantes, parce qu'on ne pourrait pas faire moins. Avec Orion magnifique. Donc les étoiles, bon, vous avez Bételgeuse, c'est une des plus connues. Bételgeuse, c'est une super géante en fin de vie. Son diamètre actuel, elle est dilatée, elle fait à peu près 1000 fois le diamètre du Soleil. Et surtout, on sait qu'elle est en fin de vie parce que ça s'étudie. Là aussi, il faut aller à l'atelier étoile pour apprendre tout ça. Je vous le conseille. Donc, elle est en fin de vie parce qu'elle n'a plus de carburant. Elle est très grande. Elle fait 1000 soleils en diamètre. Mais elle doit avoir une petite température. Je n'ai pas noté, mais température au sol, elle ne doit pas faire beaucoup. Elle va faire peut-être 2-3 000 degrés, 4 000 maxi. Et alors surtout, nous... avec grande prétention, comme on sait qu'elle va exploser en supernova, vu que c'est une hypergéante, on attend ça avec impatience. Mais le problème de l'astronomie, c'est qu'elle est en fin de vie, ça veut dire qu'elle peut mourir cette nuit, et elle peut mourir dans 10 000 ans. C'est plus triste. Et là, on y a cru parce qu'en 2019, elle a fait une variation de luminosité très importante. On a dit, ça y est,
Ça y est, elle y va. Alors, on va faire la photo du siècle. Eh bien, raté. Parce qu'en fait, elle a une enveloppe de gaz autour qui est variable. Et en 2019, face à nous, il y avait une épaisseur de cette enveloppe de gaz qui a fait diminuer la luminosité momentanée de l'étoile. Nous, on a cru qu'elle était en train qu'elle allait exploser. Le bonheur. Il y en a d'autres comme ça. Hein. Il y a Antares l'été, on l'attend aussi. Je pense qu'on va attendre longtemps. Mais bon. Betelgeuse. Ensuite, vous avez Bellatrix. Bellatrix, c'est une géante bleue. Ça se voit, elle est bleue. Son diamètre, c'est 6 fois le Soleil actuel. Alors celle-là, elle n'est pas dilatée, 6 soleils. C'est d'origine. C'est une étoile en pleine forme. Celle-là, température au sol, elle est à 22 000 degrés. Notre Soleil au sol, il fait 6 000. C'est pas le même calibre. Celle-là, elle en a pour encore quelques millions d'années. Tranquille. Vous avez Rigel. Rigel, c'est une supergéante, avec du super dans l'Orion, c'est ça qui est bien. Supergéante bleue. En fait, c'est une étoile quadruple. Il y a un système à 4 étoiles. 4 étoiles qui sont liées par la gravité. Elles sont nées ensemble et elles continuent à vivre leur vie ensemble. Rigel. C'est la plus brillante. Elle fait 66 soleils, mais sa température, c'est difficile à estimer vu qu'il y en a 4. Donc j'en parle pas. Saïf. Saïf, c'est la moins connue, enfin peut-être, c'est celle qui est en bas à gauche, là vous la voyez, c'est une super géante bleue aussi. Bon. Et Messa, tout en haut, c'est une géante bleue, température 35 200, donc celle-là, elle est en pleine forme aussi. Donc vous remarquerez que dans Orion, il n'est pas fini, il manque l'essentiel, les plus belles, on les appelle les 3 rois, vous voyez, qui correspondent exactement à la ceinture au baudrier, elles sont là. Vous reconnaissez, là on l'a pas, mais on a le bouclier, la ceinture, et là on va voir l'épée. Donc les 3 rois, c'est beau. Al-Nitak, Al-Nilam, Mintaka. C'est des supergéantes aussi. Il y en a certaines qui sont multiples. Leur température moyenne au sol, 26 000 degrés. C'est une trentaine de fois le soleil chacune. Bon. Donc vous voyez bien que dans Orion magnifique, il y a que du super. Mais avec des supergéantes, il n'y a pas de petites étoiles comme notre soleil. Il n'y a pas. Bon, c'est comme ça. Donc, je vous résume la situation. On est parti d'un bras d'Orion dans la Voie lactée, on est passé à un nuage qui était dans le bras, du nuage on est passé à une constellation. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que la constellation est dedans, dehors, au milieu, on n'en sait rien, on verra peut-être plus loin. Et il y a un 4e Orion, voilà, je l'ai gardé comme c'était Noël, c'est le trésor. Alors pourquoi il y a un trésor dans Orion? Tous les orionautes savent ça, évidemment. Personne n'a trouvé, mais tout le monde cherche. C'est pour ça que ça entretient l'émulation du globe. Vous voyez, un trésor et rien de tel. Donc voilà, plongeons dans le cœur d'Orion. On va plonger dans le cœur ici. Donc je réponds à l'énigme que vous avez tous trouvé, évidemment. Je les avais mis exprès parce que c'était Noël. Il y avait le réveillon, donc j'ai mis la nébuleuse de la Rosette, la voisine. Et puis comme c'était Noël, j'ai mis l'arbre de Noël, vous voyez. Alors l'arbre de Noël, il faut avoir beaucoup d'imagination parce qu'il s'appelle aussi Fox Fur Nebula, ce qui veut dire la nébuleuse de la queue du renard. Alors, je pense que vous aurez tous trouvé la relation, le point commun entre l'arbre de Noël et la queue du renard. Jean-Luc, toi, quel humour? Ah, c'est des boules, évidemment. Ah, fallait bien que je la fasse, là. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc, nous plongeons dans le cœur d'Orion. Vous avez remarqué qu'il y a déjà des noms bizarres qui apparaissent ici. Il y a la nébuleuse de l'homme qui court, l'amas du joyau perdu, nébuleuse de la chauve-souris cosmique. Ça commence à devenir super sympa. Donc on va plonger là-dedans. Alors évidemment, si on plonge dans le cœur d'Orion, regardez, si, elle est décidée, voilà. J'ai été obligé de choisir, parce que des nébuleuses, il n'y a que ça. Que des choses belles, il n'y a que ça. Donc j'ai choisi 2 zones, sinon on en était pour jusqu'à demain. Donc j'ai choisi cette zone et celle-là.
Flamme tête de cheval, ça veut dire que à cet endroit, autour de l'étoile Alnitak, qu'on a vu, qui est dans une des trois voies, celle de gauche, vous avez la nébuleuse de la flamme, on vient de la voir ensemble, et vous avez une autre nébuleuse. Imaginez ce qui se passe là. Vous voyez jusqu'où ça va? Ça s'appelle la tête de cheval. La voilà. Alors là, question photo Orion. Plusieurs du club l'ont fait. Je ne sais pas qui a fait celle-là. Raphaël, t'as fait aussi, on a tous un peu fait celle-là. Je crois qu'elle doit être de Cyril, ça. Et c'est pas gagné ça. Et non, c'est pas gagné parce qu'il y a l'étoile. Oui, parce qu'il y a l'étoile. L'étoile qu'on vient de voir là. Qui éblouit. Voilà, Alnitak, là, l'étoile en question, qui est ici. Elle est juste à côté, vous voyez? Là et là. Donc ça casse un peu les pieds pour la photo. Mais l'intérêt de cette nébuleuse, elle a un intérêt particulier, c'est qu'elle résume bien le complexe d'un nuage d'hydrogène. En fait, vous avez la nébuleuse à émission, c'est ce qui est rouge, on l'a vu tout à l'heure. On a une émission d'hydrogène. Bon, d'abord la tête de cheval, moi ça me fait un peu marrer parce que je pense que le gars qui a fait ça, il est un peu myope, c'est qu'il a dit que c'était une tête de cheval. Moi j'ai toujours vu, dès que j'ai démarré l'astro, une tête d'hippocampe. Voilà. C'est le cheval de mer. C'est le cheval de mer. Cheval de mer, oui, c'est un peu tortueux quand même. Bon, ben, enfin bref, passons. Vous avez cette nébuleuse à émission dans l'hydrogène ici, avec une forte formation d'étoiles ici. Il y a beaucoup d'étoiles en formation. Et vous avez une nébuleuse obscure qui est la tête du cheval de mer, donc, comme dirait l'autre, avec une densité incroyable qui empêche carrément, elle absorbe le rayonnement de la nébuleuse qui est derrière. Ça ne peut pas passer. En fait, où sont les étoiles qui activent cette nébuleuse? Elles sont derrière. Et vous avez donc une nébuleuse à émission, une nébuleuse à réflexion, et ça, pardon, excusez-moi, je reprends, une nébuleuse à émission, une nébuleuse obscure, hein, et vous avez une nébuleuse à émission ici. Vous voyez le bleu ciel là? Ça, en fait, c'est quoi? C'est comme lui, c'est un nuage de poussière, mais lui, il a des étoiles devant et derrière, surtout devant, qui vous l'éclairent. La vitre dépolie, elle est là. S'il n'y avait pas d'étoiles, ça serait comme lui. On ne le verrait peut-être même pas. Là aussi, vous avez une nébuleuse obscure. Donc, on classe en physique, en astronomie, en astrophysique, on classe les choses, mais vous comprenez bien qu'il y a une nébuleuse, il y a moins de limites, c'est pas classé comme ça. Donc, allez, on continue. Donc, j'ai pris... Je vais y arriver. Hein. Deuxième zone. Ici, je voulais garder un peu pour la fin. C'est l'apothéose, évidemment. Sous vos yeux, pour 2 mois encore. Tadam. La grande nébuleuse d'Orion. Photo Orion magnifique. Elle est magnifique celle-ci. Hein? C'est beau, hein? Il y a 2 nébuleuses. Qui l'a fait? On ne sait pas. Ah bon? Il y a même 3 nébuleuses là. Il y en a 3, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez un petit truc, je voulais marquer, là aussi, il faut un peu rêver, il faut un peu se donner la liberté. Ici, elle s'appelle la nébuleuse de l'homme qui court. Moi, j'ai mis 5 ans pour voir un homme qui court. Alors, bon, vous avez sa tête ici, ses bras, vous avez sa jambe, et il a la jambe repliée, là. Il est en train de courir. En train de sauter une haie. Ah, c'est un sauteur de haie, Il saute exactement. une haie, là. Il saute une haie, voilà. Merci. Et je vous ai noté 42 Orionis, c'est cette étoile, c'est elle qui illumine cette nébuleuse, qui, en fait, est une nébuleuse à réflexion. C'est-à-dire que cette étoile éclaire un nuage de poussière qui est blanc, là, vous voyez. Et pourquoi il y a du noir? Parce que c'est pas uniforme, c'est pas régulier, et là c'est transparent. Vous voyez le plan? C'est ça la nébuleuse. Je pense que c'est la première photo de Ah notre caméra. Je pense que c'est la première photo qu'on a faite avec notre caméra. Ah ouais? D'accord. Ah oui, on l'avait faite d'ailleurs, oui, t'as raison. Parce que le centre est bien cramé, tout ça. Parce que quand c'est le problème
vu que je le sens très très lumineux. Ouais. À propos, si vous voulez les uns les autres voir nos photos, vous allez sur le site Orion, il y a marqué nos photos, vous cliquez, vous avez tout. On a toute notre galerie qu'on met à jour. Donc voilà, ça c'était l'homme qui court, et pour en revenir à nos moutons, voilà la grande nébuleuse d'Orion. Elle est magnifique, elle est coupée en deux. Pardon, excusez-moi. J'y retourne, c'est du direct. Donc vous avez, on va dire la tête. La tête de la poule. Elle est la tête de la poule, je te remercie. Ah ouais, mais si, Ouais, parce qu'il y a un petit malin un jour, il a dit, on dirait, un gars de la campagne, hein, qui était au club, il a dit, on dirait une poule crevée. C'est un dindon. Vous savez, quand un dindon, ouais, quand il a été estourbi par le paysan, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire, il le tient par la tête et il le ramène à la ferme. Moi, ça me fait exactement cet effet. Donc la tête est coupée en deux ici, on le voit, et vous avez de la poussière en densité colossale ici. Vous voyez l'obstruction que ça fait? tout à fait, oui. Tout à fait. Et là, vous voyez bien que le nuage est complètement déséquilibré, parce qu'ici, vous avez une zone incroyable, et là, c'est pas du tout pareil. Donc, c'est pas homogène du tout, ça peut pas être stable, parce qu'en plus, c'est grand, ça tourne dans la galaxie à 800 000 km/h comme tout le monde, c'est pas très dense, c'est dense, je vais vous montrer d'abord les dimensions, voilà. Voilà Orion. Orion, quand on le voit au télescope, on le voit en noir et blanc, on voit à peu près ça. C'est l'intérêt, c'est qu'on le voit, parce qu'il n'est pas très loin en fait, si vous regardez. Regardez la distance. 1400 années. 1400 années, on est bien dans le bras d'Orion qui fait 4000 d'épaisseur. 1400 années, pour en revenir à nos moutons, le bras d'Orion, toutes les étoiles qu'on voit nous, toutes nos nébuleuses qu'on connaît, en fait, vous voyez, rien du tout, c'est peanuts. J'ai cherché une comparaison, je regardais un peu l'autre jour au jardin Rivinet, je me suis dit, si vous étiez à la préfecture sur les baies vitrées qui donnent sur le jardin, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, tout ce que vous voyez, tout ce qu'on observe, nous, à Orion, malgré qu'on ait du matériel et qu'on soit bien dégourdi, tout ce qu'on observe, c'est les fleurs qui sont sur le balcon. C'est tout. La galaxie, elle s'arrête où? Au musée. Au musée. Vous voyez le plan? C'est-à-dire que les étoiles, tout ce qui sont à 50, 100 années-lumière, tout ça, à 1400 années-lumière, c'est les fleurs du balcon. La galaxie, c'est 100 000 années-lumière. C'est que ça. Et en plus, ça bouge, mais on ne le voit pas. À l'échelle d'une vie, on ne voit pas. Parce que cette nébuleuse, Orion, vous imaginez bien que dans 200 millions d'années, vous pensez qu'elle aura cette tête-là? Pas du tout. Elle sera légèrement différente. La galaxie, les bras bougent, ils vont se déformer, mais la nébuleuse, c'est pareil. Parce que la nébuleuse, à l'émission, la densité de la nébuleuse, on en a discuté ensemble il n'y a pas longtemps, c'est quelques centaines d'atomes au centimètre cube. Centaines d'atomes. Sur Terre, l'atmosphère, dans l'air qu'on respire, c'est des milliards de milliards d'atomes au centimètre cube. Donc ça, c'est même pas... C'est à peine de la fumée de cigarette, des cigarettes d'antan, hein. Ou même d'aujourd'hui, les vapos, ils font bien peu de fumée. Bon, c'est de la fumée de cigarette, avec des zones très très chaudes, très denses, des perturbations faites par les étoiles. Il y a des étoiles qui meurent, il y a des supernovas par loin qui bousculent, il y a des petites nébuleuses planétaires, des petites étoiles comme nous qui ont explosé, qui répandent leur matière, ça fait une onde de choc terrible. Ça n'arrête pas d'être secoué entre température, vitesse et agression. Par exemple, on a appris aussi, fameux atelier dont on parlait il n'y a pas longtemps, c'est qu'une étoile en formation qui met 1 million d'années pour devenir un peu adulte, quand elle naît dans un nuage comme ça, elle fait un disque, elle ramasse, une étoile, elle se gave de matière, elle ramasse tout ce qu'elle peut dans son disque en tournant, toute la poussière, tout ce qui traîne autour. Et elle se gave tellement qu'elle fait un jet de matière verticale, une étoile, dessus, dessous. Et ces jets verticaux, ils viennent tarauder la nébuleuse. Et quand il naît 1000 étoiles d'un coup là-dedans pendant 1 million d'années, mais ça abîme beaucoup la nébuleuse. Et nous, on ne s'en rendra jamais compte. Voilà ce que c'est une nébuleuse.
Elle contient des... Alors M42, elle contient des étoiles très chaudes. On va le voir juste après. Parce qu'il y a une bulle centrale. On voit bien quand on en parle. Ouais, je voulais pas... Ouais, bref. Oui, bon, il faut bien savoir. Elle fut découverte en 1610 par Nicolas Claude Fabry de Peresque, à vos souhaits. Le premier à y avoir vu une nébulosité. Ah oui, ça c'est quand même intéressant. J'ai regardé Galilée, qui était quand même très très fort, avec une lunette, mais c'est pas possible la lunette qu'il avait. C'était même pas une lunette, c'était une longue vue déjà. C'était pas une lunette, Galilée. Eh bien, il avait réussi à détecter des petites étoiles dans M42. Je sais pas comment il a fait. Notre ami Charles Messier, il a vu, je sais pas, très peu d'étoiles aussi. Mais il a marqué nébuleuse, sans étoiles, sur M42. Pareil. Bon. Nous, en amateur, avec le matériel qu'on a, on va voir la suite. Donc c'est le prototype de la nébuleuse à émission. Donc elle tire sa luminosité, l'excitation de la matière par le rayonnement UV des étoiles. Bon, ça on l'a vu, c'est une boutonnière d'étoiles. Donc des jeunes étoiles, c'est ce que je vous disais, échaudent et rendent et sculptent la nébuleuse pour donner des formes et des paysages féeriques. Et les régions de faible densité sont déchirées et les plus denses résistent à l'érosion. Alors c'est évident que si vous regardez les nébuleuses, les catalogues de nébuleuses, vous allez voir que des nébuleuses qui ne sont pas émissions, des nébuleuses obscures, ou des nébuleuses obscures surtout, les températures, c'est quasiment le zéro absolu. C'est moins de 260 degrés une nébuleuse obscure. Là-dedans, c'est pas du tout pareil. Vous imaginez qu'ici, il y a de la réflexion, parce que c'est éclairé, parce qu'il y a des étoiles, on voit que ça brille. Ok, mais on se doute bien que c'est pas pareil ici et ici. C'est sûr. J'ai même trouvé une nébuleuse, je vous la donne, ça c'est sympa. C'est la nébuleuse du Boomerang. C'est une nébuleuse à réflexion. Une nébuleuse obscure, c'est la plus froide de l'univers, elle fait moins 272 degrés. C'est quand même un truc à part. Donc, bon, une pépite dans la nébuleuse d'Orion, forcément qu'il y a une pépite. Il y a une pépite ici, parce qu'il se passe un truc là, au milieu, c'est pas possible que. C'est ce que disait Raphaël, pour prendre ça en photo, c'est une galère, parce que soit vous voulez avoir la photo dans son ensemble avec des choses pâles, mais belles, et à ce moment-là, si vous posez beaucoup, vous allez cramer là, ce sera tout blanc, et si vous voulez avoir le détail ici, vous ne saurez jamais ça, parce que vous ne poserez pas assez. Donc il faut faire, comment on appelle ça, Raphaël ? La HDR. Hein ? De la HDR. La HDR, voilà. Cyril l'avait, voilà, il fait une photo comme ça, chouette. Voilà. À l'arrivée, il arrive en mélangeant des images très exposées pour avoir les détails à droite, ouais. Et des images très peu exposées pour avoir le centre non gris. Ouais. Autant dire qu'il ne faut pas s'énerver. Donc voilà, la pépite, c'est ça. C'est le trapèze d'Orion, ça s'appelle. Donc ici, vous avez un petit amas d'étoiles. C'est du sérieux. Nous, on arrive à voir au télescope, on peut en voir entre 5 et 6, ces étoiles très pulsantes. Alors, Galilée, il en a vu 3. Je ne sais pas comment il a fait. Mais il n'a pas vu de nébuleuse environnante. Il a vu 3 étoiles. Nous, on en voit à peu près 6. Et en fait, c'est ces étoiles qui sont ces étoiles très puissantes. C'est elles qui sont responsables de l'illumination de la nébuleuse dans son ensemble. C'est beau ? Bon, alors je reviens sur la profondeur, j'ai fait une petite fixation là-dessus. Donc, on arrive un peu vers la fin, je vous rassure. Donc, on a ce bel ensemble, ce beau nuage Orion, avec toutes ces nébuleuses. Il y en a plein là-dedans. Donc, je vous ai résumé les profondeurs. Je n'ai pas voulu mettre distance parce que je préfère le mot profondeur, personnellement. La boucle de Barnard, elle a 1600 années. La flamme, 1300. La tête de cheval, 1600. La nébuleuse d'Orion, 1400. Ça, c'est sur le balcon du préfet. Hein. C'est juste sous votre nez. Et en plus, ce sont des objets qui sont en 3 dimensions. Donc,
en profondeur, il faut tenir compte de la taille des objets. La boucle de Barnard, on a vu tout à l'heure, en gros, elle fait 300 années de diamètre. On peut estimer que la bulle fait 300 années de diamètre. Ça voudrait dire, je ne sais pas, mais moi je suis un type simple, hein, quand je regarde ça, je dis elle doit faire entre 1300 et 1900, la boucle de Barnard. Où est-ce qu'ils ont pris la distance? Au centre, au fond, au devant? Au piqué qui est au milieu. Hein, au piqué qui est au milieu, oui. Donc on peut quand même dire, c'est ça qui est intéressant, que c'est un authentique ensemble de nébuleuses. Parce qu'elles sont quand même, s'il y a 200 années de voyage et 300 années de voyage entre tout ça en profondeur, autant dire qu'elles sont côte à côte à l'échelle de l'univers. Ça, c'est le plus grand ensemble de nébuleuses du ciel boréal, c'est-à-dire de chez nous, du nord, et c'est le plus près de la Terre. On est dans le nuage d'Orion. Alors je me suis dit, et la constellation là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? La constellation, on se dit, tout le monde se dit la même chose, les constellations... elles n'ont pas d'étoiles en commun en règle générale. Quoique, allez voir la Grande Ourse. Mais nous, on vient de voir que Bételgeuse, elle a 500 années en profondeur, Messa a 1000 années, Bellatrix 250, Alnilam 2000. Si je garde simplement celle-là, vous avez Bellatrix qui a 250 années, ce qui est forcément devant tout ça, et Alnilam a 2000. Si elle est à 2000, Nilam, et que la boucle de Barnard elle est à 1600 et qu'elle fait 300 de diamètre, elle est peut-être dans la boucle de Barnard, peut-être au fond, peut-être juste derrière. Je vous renvoie les questions. Vous irez étudier ça. Mais je pense qu'avoir une idée de la profondeur, c'est important. Donc voilà, en résumé, tout cet ensemble de nébuleuses, du nuage, de la constellation, qui est tout ça dans le bras d'Orion. Il y a 200 étoiles visibles à l'œil nu, de tout type, dans tout cet ensemble. Vous avez 2 étoiles carbonées. Ça c'est pour Jeanne, c'est la spécialiste. Ici. Vous avez 49 étoiles doubles. Bon, on n'en a pas parlé, mais vous reviendrez la prochaine fois. 23 nébuleuses à émission. Il y a 23 nébuleuses à émission, on en a vu quelques-unes. Il y a 3 nébuleuses à réflexion, 2 nébuleuses planétaires, c'est-à-dire des petits soleils comme nous qui ont fini leur vie en nébuleuses planétaires, et il y a une nébuleuse de supernova énorme qui est la boucle de Barnard, et il y a 20 amas d'étoiles. Ça veut dire que les amas d'étoiles sont des amas qui sont nés dans ces nébuleuses. Parce que les étoiles qui naissent par paquet, il peut naître dans la tête de cheval, il peut naître 1000 étoiles, 1 million d'années, elles vont rester ensemble pendant des millions d'années. Et l'amas, il ne va pas se disperser avant peut-être millions ou milliards. Donc, nous, on observe des amas d'étoiles. Et la plupart du temps, ces étoiles, elles sont jumelles, elles viennent du même nuage. Sauf qu'à la fin, le nuage, il va se disperser. On vient de voir à quoi il est soumis. Si c'est un très vieux nuage, il n'y aura plus de nuage. Quand les étoiles vont être dispersées, le nuage aussi sera dispersé, vraisemblablement. Et donc, il y a deux essaims d'étoiles filantes, ça, je vous ai mis ça, c'est pour le plaisir, parce que les étoiles filantes, ça n'a rien à voir avec la constellation, mais on les observe, ces étoiles filantes, dans cette région. On les appelle les Orionides et Chi-Orionides. Voilà, c'est 2 amas connus. 2 essaims, connus. Donc, tout ça, c'est du beau monde. Si on a dit qu'il y avait 23 nébuleuses, 23, 26, 25, bon, il y a une trentaine de nébuleuses, accessibles pour nous, là, il y en a 12, 13. Alors, je vous ai mis que les noms, pour le plaisir, pas les numéros, ça, c'est pas très agréable. Vous avez la tête de singe, ça, c'était l'énigme aussi de tout à l'heure, la tête de singe. Elle est là. Vous avez le vagabond galactique. Ça doit être le seul amas globulaire qui est là. La nébuleuse des croissants qui s'embrassent. Non, je vous jure. Je suis à jeun, mais c'est vrai. C'est marqué dans Stellarium, entre autres. Elle est là. Vous avez la nébuleuse de Casper le fantôme, qui est un messier. Vous avez la nébuleuse de la flamme, on l'a vu ensemble. La tête de cheval ensemble, on l'a vu ensemble dans cette zone. L'homme qui court, on l'a vu aussi, il est là. Vous avez l'amas du joyau perdu, il est là. Alors celle-là, c'est le meilleur, c'est la nébuleuse de la 13e perle. Elle a 3 noms, elle s'appelle la nébuleuse de la 13e perle, ou de l'œil noir, ou de la cascade. Là, si vous ne planez pas, je n'y comprends rien. Et vous avez la nébuleuse de la chauve-souris cosmique, et celle-ci qu'on a pris en photo d'ailleurs, plusieurs fois, la nébuleuse de la tête
de sorcières. Donc ça, si c'est pas magnifique, j'espère que vous partagez mon point de vue. Donc, en résumé, on a vu notre galaxie, la Voie lactée. Dans la galaxie, il y a un bras qui s'appelle le bras d'Orion. Dans le bras d'Orion, il y a un énorme nuage qui est plein de nébuleuses, parce qu'il est dans l'axe de l'épaisseur de la Voie lactée. Devant ce nuage, ou en partie devant, une grande partie devant, il y a la constellation d'Orion, avec ses étoiles bien connues. Et à l'intérieur de ce nuage, au centre de la constellation, on a notamment la nébuleuse d'Orion. Voilà. Alors maintenant, comme c'était Noël, je vous ai gardé le cadeau. C'est pour la fin. Alors le cadeau, c'est 2 minutes où je ne parle pas, je pense que ça va vous faire plaisir. Merci. Regardez bien, ça va vous plaire, ça dure 2 minutes. Donc vous venez de voyager dans le nuage M42, la grande nébuleuse d'Orion. Vous avez vu tout ce dont on a parlé. Vous avez vu que ça ressemblait vraiment à un nuage pas du tout homogène. Vous avez vu le cœur d'Orion, vous avez vu le trapèze, vous avez vu là où ça chauffe moins, sur une distance de 30 années de large. C'est ça la nébuleuse. Toutes ces données-là, elles ont été... c'est une composition, comme d'habitude. Ça a été réalisé en partie sur les données de la NASA. C'est magnifique. C'est surtout très psychédélique. Voilà. Bravo.